Bonjour, j'espère que vous avez eu des belles séances. On va commencer tout de suite avec notre plénière. Alors, pour cette plénière, on a voulu donner le thème de notre engagement pour l'avenir. Puis je pense que on pourrait faire un retour, en fait, sur les séances si vous voulez. On peut faire un retour sur le rendez-vous. Vous pouvez vous exprimer, en fait, sur l'avenir du réseau, du mouvement Santé en français, de la Société Santé en français, 20e anniversaire. Tous les sujets sont ouverts. Alors, on veut vous donner la parole pour une trentaine de minutes, après quoi, bien, ce sera la fermeture, la conférence de fermeture et puis le mot de la fin. Alors, on a 30 minutes pour discuter. Et puis donc, la parole est à vous. Vous pouvez utiliser le chat, vous pouvez lever la main, vous pouvez vous prononcer. Moi, je peux peut-être commencer par vous dire que je suis très impressionnée. Il y a 5 ans, j'avais vécu le rendez-vous en personne à Ottawa. Et, je me souviens d'être sortie de là avec beaucoup d'espoir, impressionnée. Et je suis tout aussi impressionnée, même si on l'a vécu de façon virtuelle. C'est pas grave, j'ai quand même senti la solidarité, j'ai senti la détermination, la force du réseau, j'ai senti l'intelligence, l'innovation, j'ai senti l'inspiration. Alors, j'ai senti tout ça au cours des 3 derniers jours et je veux vous dire merci et je veux vous dire bravo et continuez parce que ce que vous faites est important. Et c'est vraiment beau. Hier, j'écoutais Armand, Hubert, Anne, euh, et je ne me souviens plus du nom de l'autre personne. Je suis désolée, quelqu'un aidez-moi. Antoine, aide-moi, je te vois, là, tu vas pouvoir m'aider. Et puis, j'écoutais la conversation, puis je me disais, wow, c'est impressionnant de sentir euh, comment ça a commencé, l'engagement, la vision. OK, il y avait un peu de brouillis, mais on peut dire que les cartes n'étaient pas très brouillées. Hein? On savait où on s'en allait, puis on savait ce qu'on voulait obtenir comme résultat, puis on prenait tous les moyens là, pour y arriver. Alors, je veux juste vous dire à quel point c'est impressionnant tout ça. Alors, je ne sais pas si quelqu'un veut se prononcer, s'il y a des gens qui ont des commentaires, des observations sur ce qu'on vient de vivre pendant les 3 derniers jours ou simplement revenir sur ce que vous avez appris dans les séances. Je suis allée me balader, moi, dans les séances tout à l'heure. Il y a des belles choses qui se font. J'ai appris sur les patients simulés. Alors, on donne un scénario, puis après ça, il y a un patient qui fait de la simulation. Je trouve ça super intéressant. C'est beau pour la formation, c'est innovateur. On aime ça. J'ai entendu parler aussi beaucoup de partenariats avec le MAC, je pense, avec les écoles, les organismes, la communauté. 150 personnes, 150 000 personnes au Nouveau-Brunswick qui sont membres et qui se tiennent et qui veulent faire avancer les choses et qui prennent part à tout ça. C'est beau à voir ça aussi. J'ai regardé cette présentation, une partie en fait de cette présentation. Quoi d'autre? Quoi d'autre? Quoi d'autre? Est-ce qu'il y a des mains levées? Non, il n'y a pas de mains levées pour l'instant. Ah oui, j'ai vu aussi les ressources. Et ça, j'ai trouvé ça intéressant. Il y a quelqu'un qui a dit ça, c'était dans une séance qui était en anglais, je pense. Et puis, on parlait de ressources et comment souvent les ressources sont disponibles, mais les organismes ne les prennent pas ou les organismes communautaires. Donc, il y a peut-être quelque chose à faire là, les rendre, elles sont disponibles, mais comment on fait pour passer ces ressources-là à certains organismes ou à des organismes communautaires sociaux sur les données ou sur les services qui sont disponibles en français. Donc, j'ai trouvé ça quand même intéressant de dire qu'il y a même des documents, il y a des webinaires qui sont disponibles, plein de vidéos, des banques et des banques de ressources, des librairies de ressources à partager. Alors, des fois, c'est de voir comment ces organismes-là, ces membres-là peuvent se prémunir de ça. Antoine, tu veux ajouter quelque chose? Oui, ben, excusez-moi, je réagis à ton point, en fait, je pense, il y a tellement de choses qui existent, il y a tellement de choses qui ont été mises en place dans les dernières années. En fait, maintenant, on a un peu le défi de rassembler tout ça, puis trouver une bonne façon de bien organiser, rendre ça le plus accessible possible, bâtir, il y a tellement d'une fondation solide au mouvement de la santé en français que ça a pris du temps à mettre en place. Je ne dis pas que ça s'est fait dans les 5 dernières années, là, c'est 20 ans de travail là, pour arriver là. Je pense que les 5 prochaines années, c'est vraiment de se questionner à partir de cette fondation très solide qu'on a là, comment est-ce qu'on saute en avant, comment on va aller plus loin, comment on va maximiser, rendre encore plus efficient ce qu'on a fait.
là, j'arrive à la fin, je ne commande pas une session en particulier, mais plus une impression en sortant du rendez-vous. Puis c'est toujours un peu l'impression que tu mentionnais. On ressort avec, oui, énormément d'idées en tête, puis une vue, je pense, sur ce qui a besoin d'être fait. Mais aussi, je me sens une certaine responsabilité de voir, face à tous ces défis-là, comment on va bien avancer, comment on s'assure que dans 5 ans, au prochain rendez-vous, on va être assis encore en personne, peut-être, à moins qu'on ait une deuxième pandémie dans les prochaines années. On touche du bois. Je pense qu'on a, oui, tu sais, je mentionnais dans mon discours d'ouverture, en 2017, on s'est dit engagez-vous. Là, maintenant, moi, je disais aux gens, allez-y maintenant, allez voir ce qu'on a. Je pense qu'en 2027, 2028, plus 5, entre 2027 à peu près, là, le prochain rendez-vous, ben, il va falloir qu'on fasse un constat puis montrer vraiment ce qu'on a pu faire. Fait que moi, je remercie, je sors de la tête plein d'idées. Évidemment, on est tous un petit peu fatigués, je pense, à la SSF après toute la planification. Mais vraiment beaucoup apprécié les contenus. Puis merci à tout le monde qui ont présenté aujourd'hui. Je pense que, puis hier et avant. Ben oui, puis oui, vous avez raison d'être fatigué. Là, c'est beaucoup d'organisation. C'est pas juste un organisme local, c'est un organisme national. Il faut mobiliser les gens de partout au Canada avec les contraintes aussi de décalage horaire et tout ça. Dans le virtuel, moi, j'arrêtais pas de dire la pause lunch. Puis là, je me disais, ben là, il y a des gens qui sont pas rendus au lunch, là. Ils viennent juste de prendre leur premier café, Véro, là. Puis j'ai pas pensé à ça parce que, tu sais, des fois, c'est pas dans notre réalité. Mais bon, tout ça pour dire que je pense que ça a été quand même, ça a été très réussi. Bravo à l'équipe de la Société Santé en français. Puis bravo à tous les membres et les réseaux d'avoir contribué tant de connaissances. En tout cas, moi, je vais parler pour moi parce que j'ai beaucoup appris, mais je suis certaine que je ne suis pas seule. C'est beau aussi de, tu sais, ce qu'on disait, bon, il y a quelque chose qui se passe au Yukon, il y a quelque chose qui se passe au Nouveau-Brunswick, il y a quelque chose qui se passe en Ontario, peu importe, on échange et puis on est capable de puiser les idées de un et de l'autre. Ça aussi, c'est beau, cette collaboration-là que vous avez au sein du réseau. Donc, bravo pour ça. Donc, écoutez, merci Antoine. Il n'y a personne qui veut s'exprimer, alors je pense que Ève, Ève veut dire. Ah, Ève, excuse-moi. Oui, je viens de lever la main. En Ben fait, oui, vas-y. je fais justement le lien, tu parles de collaboration, c'est ce que j'ai retenu aussi beaucoup des 3 journées. Mais je pensais faire un retour sur la séance à laquelle j'étais juste avant aujourd'hui. Donc, moi, j'étais dans Nouvelle Génération, je n'ai plus le titre complet, mais pour Génération en poste pour bien réussir l'intégration aux professions de la santé. Exactement. Puis on a eu la présentation donc d'Étienne Lemire, analyste chez Statistique Canada, qui est venu nous présenter certaines données sur la langue de travail des diplômés d'établissements postsecondaires de langue française, anglaise ou bilingue. Il s'est penché sur l'utilisation du français par les diplômés postsecondaires qui travaillent dans le domaine de la santé en milieu minoritaire. Donc, de ça c'était intéressant. Il y avait c'est sûr, c'est l'utilisation prédominante du français. Puis c'est les étudiants, le dernier diplôme qui était regardé. Mais les constats, donc, moi, j'ai retenu, les francophones de langue maternelle qui étudient en français ou dans des établissements bilingues travaillent aux 2 tiers de façon prédominante en français, tandis que des étudiants de langue maternelle anglaise qui étudient en anglais, si on regarde leur capacité à avoir une conversation en français, on est à 11%. Donc, c'est sûr que l'étude ne fait pas des pourquoi ou explique pas les choses, mais les liens sont quand même intéressants. Puis, il ressortait que le secteur d'emploi, soins de santé et assistance sociale est au 2e rang en ce qui a trait à l'utilisation prédominante du français. Donc, l'éducation est au 1er rang, mais le soins de santé et assistance sociale est au 2e rang quand même. Ah, ça, c'est impressionnant. Oui, puis une autre chose que j'ai trouvé très intéressante, que j'ai vu de son enthousiasme, c'est les nouvelles sources de données qui sont disponibles. Donc, il a parlé du CIEP, le système d'information sur les étudiants postsecondaires. Je n'ai peut-être pas le titre exact, mais c'était une source de données qui n'était pas disponible avant et qui maintenant, c'est la première fois qu'il pouvait l'utiliser avec les données de recensement de 2016. Puis, il nous parlait aussi des sources de données à venir, puis le recensement de 2021 qui va arriver. Puis donc, je pense que les données qu'on va avoir pour le futur, c'est encourageant, puis ça va nous donner encore plus de précision. Puis le lien, quand tu faisais avec tu parlais de collaboration, de partenariat, c'est qu'ensuite, on a eu 2 initiatives qui ont été présentées. Donc, Frédéric Baudemont qui nous a présenté justement les cliniques simulées linguistiques, dont tu parlais tantôt.
Elle a parlé donc de l'historique. Au départ, c'était parler de la terminologie pour les médecins, terminologie francophone. Puis là, ça s'est développé, là, qu'on parle de 2006 à 2019. Ensuite, ça s'est développé en projet pilote pour la formation de patients simulés, le développement des scénarios, de développer des cliniques de simulés linguistiques. Puis donc, elle a parlé de comment créer, de comment comment ça se déroule, une clinique, qu'est-ce qui se passe pour le patient simulé, la personne qui simule un patient, puis l'étudiant qui s'en vient pratiquer son français, comment il va faire ses interrogations et tout ça. Puis, elle a aussi parlé de comment c'est parti d'un projet en Saskatchewan en médecine, puis que maintenant, c'est rendu national avec le projet Franco-Santé qui a amené ça au plan. Il y a eu dans les 2 dernières années des cliniques pan-canadiennes, puis on a maintenant une banque de scénarios et une banque de patients simulés à travers le Canada. Puis, ça s'ouvre maintenant aussi à d'autres, avec l'ouverture vers d'autres professions qui est possible, là, pas seulement en médecine. Mais elle mettait beaucoup l'accent, justement, la collaboration, les partenariats qui aidaient à ouvrir ça, puis à aller chercher d'autres, ouvrir vers les autres professions. Puis la collaboration est encore au cœur de ce que Marie-France nous a parlé quand elle parlait du service d'accueil et d'intégration professionnelle des stagiaires à Iqaluit, au Nunavut. Donc, elle nous a parlé de les objectifs du programme qui sont d'offrir, objectifs à court terme, d'offrir des services en français à Iqaluit, mais à long terme, la rétention, d'aller se séduire. Donc, elle comparait ça avec la petite séduction. On s'en va les chercher à l'aéroport, mais que ça part même avant qu'ils arrivent, leur expliquer c'est quoi la culture inuit, parce qu'ils s'en vont aussi travailler avec les Inuits. Puis, donc, vraiment les intégrer dans cette communauté-là. La démarche de comment tout ça se fait, les outils qu'ils ont développés, puis comment l'appui à l'accueil avec les amener avec des familles ou avec des colocataires pour le logement, puis les activités qu'ils font sociales et tout ça pour que les étudiants se sentent intégrés dans la communauté et aient envie de rester. Et là, elle a encore beaucoup parlé des partenariats, la multiplicité des sources de financement, mais aussi après pour amener, ça prend toute la communauté pour séduire ces étudiants-là. Et quand ils restent, bien après, ça devient des services à long terme. Donc, c'est encore mieux. Wow, quel beau compte-rendu! C'était complet. Tu as retenu des bonnes choses. Je suis contente de voir qu'on a retenu des choses similaires là, par rapport aux patients simulés. J'ai trouvé ça super chouette. Là. Mais merci, Ève, pour ce compte-rendu. Nathalie Boivin, la parole est à vous. Oui, en fait, moi, je voulais faire juste un petit coucou par rapport à ce qui s'est passé dans la table ronde sur le renforcement des capacités. Puis, on a vu des initiatives de l'Alberta et du Nouveau-Brunswick. De l'Alberta, c'était assez impressionnant de voir que la fameuse initiative des alliés en santé est rendue à 71 alliés qui sont répandus un peu partout en Alberta francophone et plusieurs gains aussi qui apparaissent maintenant et qui entraînent des changements au niveau des politiques. Donc, c'était très intéressant. Du côté du Nouveau-Brunswick, c'est des différentes façons de faire, différentes situations, différentes façons de faire, différents outils déployés, mais qui ont suscité aussi beaucoup d'intérêt. Et on a eu 2 intervenantes, une du côté du REFIPS, le Réseau francophone international en promotion de la santé, qui nous a parlé du plaidoyer pour la santé, qu'est-ce que c'était, qu'est-ce que ça prenait, puis que finalement, on pouvait tous en faire du plaidoyer pour la santé. C'était pas sorcier et probablement que plusieurs d'entre nous en faisons déjà. Donc, des outils encore qui existent. Et une personne ressource du Centre de collaboration nationale sur les déterminants de la santé est venue nous partager un peu des conclusions du rapport qui avait été préparé par Kate Mulligan, qui consistait à rendre visible l'invisible, donc toute la collaboration, tout le travail qui est fait par les communautés pour le renforcement des capacités. Donc, il y a eu un bel échange avec les personnes présentes, du partage de ce qui se fait ailleurs au pays aussi, par exemple au niveau des tables de concertation. Puis parlant de tables, ça nous amène à un fameux énoncé qui a sorti parmi les personnes présentes, nous rappelant que si on n'est pas à la table, on sera au menu. Donc, raison de plus de s'outiller pour faire du plaidoyer pour la santé, puis continuer à renforcer les capacités
des communautés. Puis bien entendu, quand on parle de renforcement des capacités, puis qu'on pense de renforcer les capacités des populations en situation de minorité linguistique, bien, on ne peut pas faire autrement que de penser que automatiquement, il faut aussi penser à intersectionnalité. Donc, c'est plus que, oui, il y a la minorité linguistique, mais il y a aussi peut-être beaucoup d'autres facteurs qui s'ajoutent et qui complexifient encore davantage l'accès aux services de santé et ultimement à un bon état de santé. C'est tout. Merci. Merci, Nathalie. C'est bon, ça. Si on n'est pas à la table, on risque d'être au menu. J'ai plein d'images, là. J'ai plein d'images. Et c'est drôle. Je vais juste mentionner que Adam, dans le chat, vient d'écrire « La description des stages à Iqaluit m'a donné envie de redevenir étudiant. Bravo Marie-France et Samir. » C'est un beau compliment, ça, hein? Quand on a le goût de retourner sur les bancs d'école. On a l'évaluation aussi pour la journée. Alors, si vous voulez prendre quelques minutes, c'est toujours super important hein, de remplir les sondages. Je sais que des fois, on est sondé un peu trop là, à gauche, à droite pour le service à la clientèle, un peu partout. Mais je pense que ça vaut la peine parce que de cette façon-là, on peut savoir qu'est-ce qui est intéressant, qu'est-ce qui est pertinent, quel contenu vous avez aimé, qu'est-ce que vous avez appris. Puis ça fait en sorte que quand on planifie le prochain rendez-vous, bien, on se fie sur cette information-là. Alors, si vous pouvez le faire, prendre quelques minutes, il y a comme 3-4 questions. Là. Donc, allez, s'il vous plaît, là, le lien est dans le chat. Je pense que... Un instant, est-ce qu'on peut mettre le lien dans le chat tout de suite? En tout cas, il sera là à un moment donné. Et sinon, ben, je pense aussi que vous allez pouvoir le recevoir par courriel parce qu'on a aussi envoyé celui de ce matin. Voilà, il est là. Alors, je pense que là... Ah! Il est tombé directement. Marie-Claire me dit « Je suis bloquée sur toi ». Alors, voilà, c'est fait, c'est partagé avec tout le monde dans le chat. Prenez quelques minutes et allez, s'il vous plaît, répondre au petit sondage SurveyMonkey. Écoutez, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut... On est encore en plénière, il nous reste quelques minutes. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre veut ajouter avant que Armand... Oui, Émilie, la parole est à vous. Bonjour Véronique. Moi, je veux juste ajouter un petit point sur, j'étais dans l'atelier face à la pénurie de personnel de santé bilingue, comment s'adapter à ces temps difficiles. Et comme mes collègues, je voulais juste refaire un petit point. Donc, on a parlé en fait des enjeux de la main-d'œuvre et des RH, le fait qu'il y ait de plus en plus de départs en retraite anticipés, le fait qu'il y ait un épuisement professionnel. Effectivement, ça engendre aussi du temps pour accéder aux services. Donc, finalement, la discussion portait aussi sur comment faire en sorte que les organisations attirent et retiennent le personnel bilingue. Donc, la manière dont on a fonctionné, en fait, on a été divisé en plusieurs groupes pour avoir un aperçu de l'approche de l'attraction et de la rétention présentée disponible sur Accès Équité. Et puis, donc, chacun des groupes travaillait sur, par exemple, le plan d'intégration, le rapport d'étonnement, la marque employeur, les 4P, philosophie, politique, procédure, pratique. Et puis après, on a fait une petite mise en commun. Donc, ça permet de voir comment est-ce qu'on peut travailler à justement la rétention de cette main-d'œuvre. Et puis, je voulais souligner un point, un bel exemple que Jacqueline de Terre-Neuve et Labrador nous expliquait. Elle montrait qu'il y avait un gros changement au niveau de la main-d'œuvre et que les personnels de la santé ne cherchaient pas seulement le salaire, qu'il y avait vraiment un besoin au niveau de avoir un bon milieu de travail, il fallait que le secteur soit beaucoup plus souple pour offrir des soins, la possibilité d'offrir des soins virtuellement. Elle parlait du fait que le personnel de santé voulait par exemple avoir des services de garderie, par exemple dans les hôpitaux. Donc, il y a toute une transformation du système de soins de santé qui est en train de se mettre en place. Et puis, donc, elle reprenait l'exemple au Labrador, qui a une pénurie de personnel pour les soins de santé. Et elle a présenté le fait qu'on peut aller présenter les services de l'employeur à l'étranger, aller chercher des employés à l'étranger. Puis dans quelques jours, là, il y a le salon international, le Forum Mobilité Destination Canada. Puis la manière dont elle travaille à Terre-Neuve-Labrador, c'est qu'elle est allée chercher au niveau de ses partenaires. Elle est allée, je ne sais pas d'ailleurs si Jacqueline est là, voudrait rajouter, mais elle est allée chercher ses partenaires et essayer de voir comment est-ce que je peux vous représenter à l'étranger, comment est-ce qu'on peut vous représenter à l'étranger pour que vous puissiez aller recruter votre personnel manquant. Donc,
Donc, voilà ce qui a été discuté. Beaucoup, Émilie. Super. C'est toujours bon de voir des comptes rendus comme ça, des séances. Adam. Moi, c'est juste pour répondre à Antoine. Non, c'est bon, je suis encore là, je ne vais nulle part. Quand je parlais de stage à ICAL8. Mais blague à part, en fait, Véronique, je ne reviendrai pas sur la séance à laquelle j'ai assisté. C'est la même où Eve était présente. Elle a présenté un excellent compte rendu. Je voulais revenir un peu sur le rendez-vous, justement, puisque la réflexion nous a été proposée. Et moi, c'est mon premier rendez-vous à la SSF. Je n'ai pas eu la chance, comme toi, d'assister à l'édition précédente qui était en présentiel. Et donc, quand j'ai commencé à travailler dessus, je me disais, est-ce que ça n'allait pas être un peu une version compacte du rendez-vous dont on parle, celui d'il y a 5 ans? C'était tellement grandiose. On avait une espèce de nostalgie d'un temps légendaire où les dragons existaient encore, ou quelque chose comme ça. Eh ben, je tiens à dire à toute l'assistance qu'après avoir travaillé sur l'événement pendant tout ce temps-là, on n'a pas à en rougir parce qu'il y a énormément d'efforts qui ont été déployés, des réunions hebdomadaires, même voire plus d'une réunion, des heures supplémentaires à plus compter. Et j'ai apprécié la disponibilité de mes collègues en tout temps qui ne dépensaient, je veux dire, qui ne rechignaient pas pour faire des efforts supplémentaires. Et franchement, j'ai constaté à titre personnel, effectivement, la solidarité qui est affichée comme thématique du rendez-vous, je vous affirme qu'elle est bien réelle et que ce n'est pas juste un slogan pour faire joli. Et je voulais donc m'exprimer pour dire merci à tous mes collègues pour avoir permis la réalisation donc, de ce bel événement. Voilà, c'est tout. Adam, ben, c'est pas rien, hein? C'est tout, mais c'est pas rien. C'est super, c'est complet et je suis entièrement d'accord avec toi, Adam. Ça a été toute une réussite pour votre équipe et même pour avoir vécu les deux, je sais qu'il y en a plein d'autres qui ont vécu le rendez-vous en personne il y a quelques années, mais je pense que c'est sûr, le contact humain, il n'y a rien qui remplace ça. Là. On ne va pas quand même inventer là, que la version virtuelle est mieux. C'est comme, on a hâte de se retrouver, on a toujours hâte de se voir. Ça fait partie, les êtres humains, on aime ça. Mais en même temps, d'être capable d'échanger, d'être capable de prendre le pouls, au moins, on est capable de le faire. Et d'apprendre, et puis de discuter, et puis de discuter des enjeux et du futur et de l'avenir. Donc, ça fait en sorte qu'au moins, il y a cette possibilité de le faire en mode virtuel. Puis je pense qu'avec tout ce qui se passe, on dit, bon, il y a des gens qui disaient, il n'y a plus vraiment de pandémie, on est en post-pandémie, qu'est-ce qui se passe? Bien, vous êtes quand même dans le milieu de la santé, vous le connaissez bien, ce milieu-là. Vous savez aussi qu'il y a des gens qui travaillent très, très fort et qui sont à bout de souffle, là, littéralement, parce que ça ne va pas dans les hôpitaux et tout ça. Donc, je pense aussi que c'était une façon respectueuse de se voir et puis d'être en gang sans contracter la COVID qui se propage quand même encore très rapidement. Même qu'il y a des gens là, qui nous disaient qu'ils venaient d'avoir la COVID. Donc, c'est pas facile. Bon, alors écoutez, je pense qu'on peut dire qu'on est prêt pour le mot de la fin.